dans une optique de collaboration internationale. Donc, on a vraiment le souci d'élargir encore une fois. On a progressé, comme je vous le disais, vers une perspective de plus en plus large. Donc, on va laisser le soin à Mme Pirard de relever en combien de temps? ce défi. On s'était donné combien de temps? Mais c'est tenir compte de l'horaire actuel. Alors que la routine, on se donne une trentaine de minutes. Ok, parfait. Un tout grand merci. Quand vous dites que vous êtes honoré, c'est moi qui le suis. Alors, j'ai toujours l'art d'amener des petites questions impertinentes et je voudrais dire d'abord que je ne vais pas respecter le contrat, l'horaire bien. Mais je me refuse de faire une conférence de clôture. Ce serait trop dommage de clôturer ce processus. Je vais vous dire que je suis vraiment touchée. C'est la première fois que je viens à Montréal. Je l'ai dit à quelques personnes, je me sens quasi québécoise. Vous touchez vraiment, ce qui se passe ici, pour moi, est vraiment important. On met autour de la table des gens qui, habituellement, dans d'autres contextes européens, sont parfois séparés. Les personnes qui ont communiqué au fil de la journée, c'est aussi bien des étudiants, des doctorants, des chercheurs confirmés, tous mis collégialement dans un échange avec des praticiens et ça touche vraiment pour moi mes valeurs. Et je pense que quand on parle d'une qualité qui est co-construite, eh bien je crois que vous marquez un point énorme. Et donc je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir fait vivre et participer à une journée qui correspond en tout à ce que je souhaiterais voir partout. Donc je ne ferai pas une clôture, j'ai plutôt envie d'amener une relance. Et je m'y attendais, mais je suis confirmée dans la proposition que j'ai faite aux organisateurs. La journée était tellement dense, rassurez-vous, je ne vais pas venir avec des tas de propositions formalisées avec un PowerPoint lourd. Je vais surtout essayer de vous faire voyager à travers différentes images, dessins, photos, qui ont marqué mon parcours à travers mes différents voyages et collaborations internationales. Et je pense qu'elles font tout à fait écho. Donc pour construire ici, j'ai quand même pris un PowerPoint, on m'avait dit que je ferais la synthèse, mais j'ai annoté au fil de la journée des choses que j'ai entendues dans les exposés, dans les posters, dans les questions et les réactions. Et je vais essayer de faire par petites touches, comme un impressionniste, une image, un tableau, qui est une relecture, mais une relecture tout à fait singulière. Je reprends cette image-là. Je vous propose un regard singulier, mais vous êtes chacun avec votre mise en forme, donc ne vous conformez pas simplement. Essayez d'être en dialogue, essayez de voir chacun, en fonction de là où vous êtes, de votre expérience, quel est votre regard singulier. Qu'on puisse le croiser et surtout que vous puissiez continuer au-delà de cette journée. Alors, je suis assez visuelle, donc j'ai l'habitude de faire souvent des schémas. Et quand j'ai analysé le programme à l'avance, avant de venir, et finalement, je me dis qu'il n'est pas si mal fait que ça. J'ai fait un schéma et avec ma secrétaire, qui est quelqu'un qui commence à rentrer un peu dans mes implicites, on a joué. Et je vous propose une synthèse de la journée avec un schéma. Alors, le mot de départ, c'était la qualité. Vous êtes tous à l'avoir utilisé. Alors, déjà, je me suis dit, la qualité, pas nécessairement. Il y a une chose que je voudrais changer, c'est le « la ». Parce qu'on est peut-être moins dans la qualité qu'une qualité, dans le sens où on n'est pas dans une approche normative de la qualité. Ce qu'on fait en Algérie n'est pas ce qu'on fait au Québec, n'est pas ce qu'on fait en Belgique. Il y a chaque fois quelque chose à reconstruire en contexte. Même quand Madame est allée en Belgique pour découvrir l'approche au couturier, elle en fait encore autre chose ici. Et donc, quand on est dans une perspective de collaboration internationale, ça me semble vraiment important d'être dans une démarche où on recontextualise et on ne fait pas des transpositions qui n'auraient pas de sens dans un autre contexte. L'approche par compétence, par exemple, je me dis ça, c'est de nouveau quelque chose qui risque d'être importé d'ailleurs et qui n'a peut-être pas exactement le même sens en Algérie. Et donc, c'est vraiment des choses que je pense qu'il faut interroger. Alors, ce que j'ai apprécié dans la journée, et on l'a vu, c'est les éclairages multiples. Donc, vous avez chaque fois le point de vue. On a entendu au fil de la journée le point de vue des directrices avec le premier exposé, le point de vue des parents et des parents avec... Alors, c'était marrant parce que vous parlez d'enfants avec incapacité. Chacun a ses termes. Et je ne suis pas sûre que c'est le terme qui colle le mieux avec tout ce que j'ai entendu dans la journée.
les gestionnaires des centres petite enfance, les professionnels des réseaux santé, les réseaux sociaux. Et tout ça, on voit bien que c'est chaque fois des perspectives et des regards particuliers sur une qualité qui peuvent être même contradictoires. Donc la grosse question, c'est comment on va gérer aussi, quand on travaille dans une démarche de co-construction de la qualité, les désaccords sans les lisser et essayer de comprendre les points de vue. Sans oublier une série d'acteurs, parce qu'il y a d'autres parents, et il y a souvent ceux qu'on n'interroge pas. Moi, c'est souvent mon obsession. Qui a-t-on oublié ? Et les enfants là-dedans. Par exemple, les recherches qui sont menées par le laboratoire d'Experis à Paris, ce centre, ils ont fait un travail sur la qualité des services en incluant le point de vue des enfants. Méthodologiquement, et pour l'anthropologie de l'enfance, vous connaissez peut-être ma collègue Élodie Razi, qui est aussi un peu dans cette perspective-là. Je crois que c'est vraiment intéressant de réfléchir les perspectives de recherche parce qu'on les oublie. On est souvent sur une réflexion pour, mais comment le faire avec ? Alors, on essaie du coup de mieux comprendre cette qualité et là où vous êtes vraiment très fort dans votre présentation de toute la journée, c'est qu'on a essayé vraiment de se dire mais qu'est-ce qui contribue quelque part à cette qualité avec différents points de vue. Vous avez mis de l'avant, et on a beaucoup rediscuté aujourd'hui, les pratiques sensibles aux besoins des enfants et Nathalie a bien remis l'accent sur l'esprit d'une progression de différentes étapes et c'était finalement la première étape à prendre. Donc je crois que c'était bien de l'amener dans l'animation en premier. C'est ça que je dis que c'était finalement très cohérent. Maintenant, avec la question, quand on parle de besoins, qui définit les besoins ? Woodhead, en 2017, on avait traduit un de ses articles dans le bouquin Repenser l'éducation. Je trouvais que c'était vraiment intéressant, où il mettait en exergue la tension qu'on pouvait avoir entre des besoins de nouveau définis de manière normative ou des besoins définis de manière contextualisée. Et je crois que c'est intéressant de se questionner. De même que quand les professionnels disent on répond aux besoins des enfants, au nom des besoins des enfants, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc je trouve intéressant de s'interroger sur que signifient les besoins des enfants. Et ne pas le prendre comme un... Alors, on a beaucoup parlé du besoin de bouger, que ce soit par l'approche couturier, par la recherche-action dans une structure d'accueil. Je crois que c'est vraiment des choses, mais il y avait d'autres besoins qui étaient mis en exergue. Et effectivement, c'est vraiment important d'avoir l'approche globale. Et je voudrais peut-être relever la question de la musique, qui avait été relevée pendant les débats. Il y a certainement encore d'autres aspects, sans focaliser sur chaque fois des programmes particuliers, et bien garder l'approche globale. L'importance, c'était la deuxième étape, si mes souvenirs sont bons, dans la progression des conditions qui favorisent, et en mettant bien l'accent sur l'aspect émotionnel et pas qu'à travers les mots, parce que l'aspect émotionnel, c'est aussi à travers le corps dès le plus jeune âge, avant de centrer et de ne pas oublier cette question du soutien à l'apprentissage. Je crois que vous avez beaucoup discuté cette tension entre soutien à l'apprentissage, soutien au développement, qu'est-ce qu'on entend par là, et comment est-ce qu'on le comprend quand on interroge et que les professionnels disent elles n'ont pas grand-chose à dire, peut-être qu'elles n'ont pas une bonne vision de ce que c'est, et peut-être qu'elles font de l'apprentissage sans le savoir. Donc, de nouveau, interroger les mots, les termes et tout ce qu'il y a derrière. Jeu libre actif, quand j'ai vu jeu libre actif, et je comprends beaucoup mieux, pour moi c'est, et je reprendrai Gilles Brougère qui posait la question, comment est-ce qu'on peut parler de jeu libre, comment est-ce que le jeu peut ne pas être libre, et comment est-ce que le jeu ne peut ne pas être actif. Maintenant, je comprends mieux parce qu'on a exactement les mêmes débats en Belgique. Et pourquoi est-ce qu'on dit jeu ? Moi, je n'ai jamais compris, on a la même chose chez nous. Pourquoi il y a des jeux libres et des jeux dirigés ? Pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a une organisation qui rend des choses possibles, il y a des affordances, et puis les enfants vont s'en emparer, et il va y avoir quelque chose qui part d'eux, qu'il est important de soutenir, d'étayer. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette pensée dichotomique, alors peut-être qu'en Algérie aussi, ça ce serait intéressant à creuser, mais vraiment important. Donc, peut-il en être autrement ? Tout ça nous réinterpelle du coup si on voit toutes ces variables comme des choses vraiment essentielles qui vont contribuer à une qualité co-construite, l'importance de revenir sur toute une série de variables structurelles de la qualité, l'importance de la formation initiale, formation continue, pratique réflexive, et je vais y revenir. Et de pouvoir évaluer cette qualité, ça je crois que c'est quelque chose que vous mettez très très fort en exergue, combien la recherche est là aussi pour se dire mais finalement on imagine toute une série de choses, on investit dans une qualité, mais qu'est-ce que ça donne in fine ? Et donc vous avez toute cette évaluation de pilotage qui est vraiment quelque chose je pense d'important pour sortir et casser les évidences.
Maintenant, de manière indissociable, je pense qu'on ne peut pas le dissocier. Et par exemple, vous avez hésité à venir avec une recherche accent sur un établissement. Je pense que c'est essentiel. Il y a eu toute une série de contributions l'après-midi, parce qu'on ne peut pas être en même temps dans un pilotage qui diagnostique et ne pas associer ça à un soutien, un développement et inscrit dans la durée. Et on peut voir trop souvent, on voit la formation continue comme des actions one-shot, et toute une série d'études, et notamment la dernière de 2015 à Eurofond, où Jan Peters a participé notamment, montrent que des actions de courte durée n'ont pas d'effet d'impact. Et les Italiens, par exemple, la région centre-nord de l'Italie, des centres de recherche sont très en partenariat avec les praticiens. Dans ce pays-là, c'est vraiment présent, recherche, action, formation. Dans d'autres pays, ce l'est beaucoup moins. Et je me réjouis qu'ici, vous entriez dans cette démarche. Et je crois que cette journée en est vraiment la concrétisation. Avec toujours cette question, qu'est-ce que ça donne? Et l'exposé sur le mouvement, où on voit 15 ans après, qu'est-ce que ça donne? Oui, effectivement. Et ne pas le voir seulement dans le court terme, mais de le voir dans le long terme. Mais il y a une équipe ici pluridisciplinaire et interuniversitaire qui me semble avoir ses assises. Donc je suis assez optimiste sur le fait que vous allez continuer à mettre les outils et pouvoir évaluer les choses avec recul. Parce que trop souvent, on évalue trop proche de la mise en place des actions et on manque du recul pour vraiment voir les effets à froid. Alors, rapidement, parce que ça a été développé, mais je trouvais important de le confirmer, ça va vous confirmer dans des choses qui ont été dites aujourd'hui. En Europe, vous n'en faites pas partie, mais on a exactement la même préoccupation, la même affirmation, c'est l'importance de fonder, de reconnaître et de travailler avec les besoins des enfants. Vous l'avez dit pendant la journée, l'importance de l'enfant au centre. Et effectivement, on revient toujours dans tous les colloques de manière récurrente sur le fait qu'une qualité de service, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour les enfants. Et je voudrais dire que je remercie Nathalie d'avoir été plus loin et de dire qu'est-ce que c'est cette qualité. Parce qu'il faut encore savoir ce qu'on entend par là. L'importance de la formation, en Belgique, chez moi, c'est vraiment important et je le relève, ce n'est pas le fait d'avoir un niveau de formation, c'est d'avoir une formation d'un certain niveau qui permet des interactions plus stimulantes. Et donc ça confirme de nouveau tout à fait ce que vous mettez en exergue. Et quelque chose d'autre que j'ai entendu ici aussi, ce n'est pas qu'une question de formation, c'est aussi une question de conditions de travail pour les personnes, salaire, temps de réflexion en dehors des enfants, toute une série de choses. On peut avoir les gens les mieux formés, s'ils ne sont pas dans les conditions, on n'aura pas cette qualité. Et je pense que dans certains contextes, c'est parfois compliqué. L'importance qui est donc une articulation théorie-pratique, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et de nouveau, cette journée, pour moi, la manière dont elle a été construite montre vraiment que vous avez ce souci d'articuler les deux, ce qui n'est vraiment pas une évidence partout. Donc, j'espère que vous prenez vraiment conscience de la chance que vous avez ici de pouvoir participer à cette dynamique. L'importance d'une formation continue, mais de nouveau, j'interrogerai, c'est quoi cette formation continue? Et je ne sais, l'importance d'avoir des hommes. Ah oui, ça, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, sur lequel je travaille aussi avec d'autres collègues à travers le monde. En 1996, on disait, et ce serait bien qu'en 2006, 20% du personnel soit des hommes. Je ne connais aucun pays au monde, il n'y a pas que moi, personne n'atteint cette visée, cette visée-là. Donc il reste du travail. Donc une formation ne suffit pas pour augmenter les compétences si elle est courte durée, et l'importance de l'accompagnement, vous l'avez souligné dans les discussions, parce que je suis ici depuis 3 jours, ça me semble être quelque chose quand vous avez envie encore d'investir davantage. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental sur lequel les recherches gagnent à être investies. Qu'est-ce que c'est ces processus d'accompagnement? Parce que de la même manière que tout le monde parle de qualité, tout le monde parle d'accompagnement, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Ça vaut la peine d'interroger de nouveau. L'importance d'une approche systémique, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais je pense que tout le monde a souligné cette importance-là. Et je vais le montrer plutôt par un schéma repris d'une recherche qui a été menée par l'Université de Londres et de Gand. Système compétent, parce que ça, vous y avez fait allusion tout du long.
En fait, quand on parle de qualité, on sait que la formation des personnes est quelque chose de fort important. Là, on se situe au niveau de la compétence individuelle. On l'a vu aujourd'hui, la compétence des éducatrices dans la prise en compte de l'ensemble des besoins des enfants, et chacun l'a illustré d'une façon différente. La compétence des directions, on a démarré la journée là-dessus. Tout ça, c'est des compétences individuelles. Mais mes collègues ont mis l'accent sur le fait que ce n'est pas que des compétences individuelles, c'est un système qui doit pouvoir être compétent. Et beaucoup de recherches qui ont été menées en parallèle à cette recherche-là, notamment je pense aux travaux de Lesman, ont mis l'accent sur l'importance de l'équipe. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a frappé pendant la journée, où vous avez à plusieurs reprises dit l'importance d'un travail avec l'équipe tout ensemble, l'aspect collégial. Et on sait que le travail d'équipe peut être vraiment formateur, d'où l'importance du leadership qui a été souligné tout à l'heure. Il y a le niveau interéquipe que je n'ai moins entendu pendant la journée. J'ai surtout entendu compétences individuelles, compétences institutions. Cette dynamique de réseau interprofessionnel, mais quelque part ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est un peu cette dynamique-là, est quelque chose aussi qui veut vraiment soutenir ce développement d'une qualité, mais je vais dire de manière cohérente sur un ensemble de territoires. Comme Madame l'a souligné pour l'Algérie, c'est peut-être flagrant chez vous, mais c'est vrai dans tous les contextes. Il y a toujours des zones, des endroits, souvent par exemple les milieux plus ruraux, plus loin des centres de ressources, il y a toujours des endroits où le développement est moins évident. Et donc d'avoir des systèmes qui permettent de soutenir à l'échelle locale et à plus large échelle, c'est quelque chose vraiment d'important. La compétence gouvernementale, de manière insidieuse, tout le monde l'a dit, on sait très bien que si on veut une qualité, eh bien, il faut avoir les moyens pour le faire. Gilles a un peu réagi sur la question des ratios. Mais effectivement, suivant le nombre d'enfants qu'on a, suivant le financement qu'on a pour le taux d'encadrement, suivant le temps, moi c'est vraiment une clé parce que tout le monde a parlé de réflexivité, mais les collègues italiennes par exemple, qui sont quand même une référence, elles ont 6 heures par semaine sans les enfants pour réfléchir, documenter leurs pratiques. C'est quand même assez différent. Moi en Belgique, j'ai pas ça. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très disparate d'un pays à l'autre. En Suisse, ils ont aussi pas mal de temps sans les enfants. Et ça, c'est une clé. Maintenant, il faut encore savoir ce qu'on fait dans ce temps-là. Il faut pouvoir le mettre en profit. Donc, quand on parle de qualité, je crois que c'est important qu'on le mette en lien, mais pas seulement avec une compétence individuelle, mais avec un système qui se construit. Alors, des questions sur la scène internationale, puisqu'on m'a demandé aussi de donner un peu cette perspective-là. Ce qui me frappe vraiment, et ce que j'ai envie de dire, donc je ne suis pas du tout dans une logique comparative. Je ne viendrai sûrement pas vous donner le modèle de la Belgique, parce que je suis un acteur engagé pour essayer de faire évoluer les choses dans mon pays. Mais ce qui me frappe, et ce que je rêve, c'est que tous les étudiants, tous les praticiens, et pas que les chercheurs, puissent voyager. Parce que d'aller voir ailleurs, vous vous rendez compte que tout le monde se pose les mêmes questions, mais qu'on n'a pas les mêmes manières d'y répondre. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc de se décentrer, de se dire, tiens, on n'avait pas pensé à ça, et comment nous, on va pouvoir y répondre, mais sans reprendre à la lettre les choses. Et donc j'ai beaucoup entendu dans les réflexions l'importance de ne pas prendre des recettes. Et je partage tout à fait cette idée-là. Vous êtes plusieurs à avoir fait l'action. Et donc l'idée d'aller voir ailleurs, ce n'est pas pour trouver la bonne manière de faire. Et j'ai repris un bouquin auquel j'avais contribué avec Gilles Brougère et Michel Van den Broek. On avait choisi le titre pour repenser l'éducation. Et je pense que c'est vraiment un peu le but de journées comme ceci, et surtout de tout le travail qui contribue en amont, et comme je ne clôture pas, en aval. Je vous laisse lire. Alors, qualité d'accueil, est-ce qu'on la mesure? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou est-ce que c'est un construit? Il y a quelqu'un qui a fait allusion le matin à ce bouquin-là. Je pense que c'est intéressant et je pense que vous êtes dans un entre-deux, à la fois d'essayer d'objectiver. Donc vous n'êtes pas dans la perspective nécessairement de Moss, d'Alberg et Pence, qui eux, quelque part, rejetaient quasi. D'ailleurs, en 2007, Moss disait la qualité, c'est pas une nécessité. Moi, j'ai fait le choix de le garder parce que c'est un terme sur lequel tout le monde est d'accord et donc on peut commencer à travailler. Donc je préfère le garder. Mais lui, il a tendance même à le rejeter en disant que c'est quelque part, alors ça a changé selon les publications, c'était d'abord une opposition entre un paradigme excluant de la qualité par rapport à un paradigme qui serait intégratif, puis il a parlé d'une approche moderne pour une approche postmoderne. Voilà. Ce que je retiens en tout cas de ça, c'est de se dire que effectivement, il n'y a pas la bonne manière de faire
qu'il faudrait atteindre et qui serait quelque part maîtrisé par des experts et il y a quelque chose qui est à construire, à définir, qui mobilise des connaissances, mais aussi des valeurs et des choix. Et je crois que le fait que dans votre pays, ce qui n'est pas le vrai dans toutes les régions, le fait d'avoir un curriculum, un programme, c'est ça que vous appelez un programme, c'est une manière de dire, chez nous, voilà, on a fait ce choix-là. Peut-être que dans 10 ans, vous allez le réactualiser, faire encore, et que ça va évoluer, mais il y a un choix, il y a quelque chose qui fait référence. Moi, dans ma thèse, parce qu'à force de travailler dans ce secteur, je savais plus ce que c'était la qualité, je savais plus ce que c'était l'accompagnement, j'ai parlé de culture, et je suis assez persuadée qu'il y a différentes cultures, différentes façons de voir les choses, mais tout ne se vaut pas. Alors, en termes d'image, à la fin de cette journée, ce que j'ai pu percevoir, c'est qu'il y a parfois des cultures normatives de la qualité. Et je vous laisse réfléchir chacun de là où vous êtes, l'image qui vous colle le mieux. Pour moi, ce n'est pas des modèles pour classer les gens, mais c'est quelque chose pour aider à penser. On peut être dans une approche où quelque part on a un idéal. Ah, on voudrait que notre service de garde à la petite enfance ou notre école maternelle, elle soit comme ça. Et on veut y aller. Et l'accompagnement, ce sera pour nous faire arriver à ce point-là. C'est une façon de voir les choses. On peut en avoir une autre. On est là, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'on ne part pas tout du même point, mais on peut avoir plusieurs visions. Peut-être que vous avez envie d'aller à un point, que vous voulez aller à un autre, que vous voulez encore un autre, et vous encore un autre. J'aurais pas dû prendre des gens de la même équipe. Et on va se prendre quelque part différents chemins. Et le rêve, j'avais l'image de quelqu'un qui me disait, le rêve, c'est d'arriver à être le service dont on rêve. Et puis on peut avoir encore une autre image, j'appelle l'image du faisceau. Il y a quand même des choses qui ne sont pas acceptables, elles sont en dehors du faisceau. Mais il y a des ouvertures de perspective. Ce n'est pas un point, on ne connaît pas. Et l'approche italienne, moi je la verrai un peu dans cette perspective-là. On ne sait pas où on va exactement, il faut gérer l'incertitude. Et on l'a dit pendant la journée, qu'est-ce que c'est compliqué en tant que professionnel de gérer quelque chose où on ne sait pas où on va exactement. Mais on accepte que quelque part, il y a quelque chose qui va construire et on ne connaît pas la destinée de façon précise. Mais il y a quelque chose qui se construit et on ouvre les perspectives. Alors j'ai repris ça de Nima Shamzat, c'est une collègue italienne avec qui je travaille. Voilà, elle montre la complexité, la chose qui se construit. Je trouvais que c'était pas... voilà, j'ai commencé comme ça, et puis processus qualité. Et c'est un métier vraiment très très complexe de construire cette qualité en tenant compte des différents acteurs, parce qu'on est tout le temps dans des tensions et des contradictions. Il n'y a rien de clair, en fait. Quand on regarde la littérature, chaque fois que vous avez fait des revues sur un sujet, vous avez tous montré qu'il n'y avait pas d'accord, qu'il n'y avait pas nécessairement consensus. Et plus j'avance, plus je me dis, c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas. Et il faut peut-être apprendre à vivre avec ça. Michel Van Den Broek avait écrit un article, je crois, en 2008, où il parlait de culture du dissensus. Et donc, effectivement, on doit peut-être apprendre à se dire qu'il n'y a pas un accord et qu'on doit apprendre à gérer les désaccords. Il y a des choses qu'on va quand même dire, ça on ne veut pas, mais voilà, on est dans une autre approche. Et ça vaut tant avec le travail avec les enfants. Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que je veux. Voilà que ça recommence. Ah voilà. Ça vaut avec le travail avec les familles dont on a discuté aujourd'hui, le travail en équipe, comme le travail... Alors on l'a moins abordé ici, c'est toute cette ouverture du travail et de la relation, parce que de plus en plus sur la scène internationale, on voit que le lieu d'accueil, ce n'est pas un lieu fermé, c'est un lieu en lien avec le quartier, la localité, une approche communautaire entre guillemets, j'aime pas dire communautaire parce que dans les pays anglo-saxons, ça veut dire un truc parfois bien précis qui n'est pas ce que je veux. Et donc, je pense que quand on veut travailler la qualité, on va devoir travailler avec des tensions. Et si je vais reprendre pour chaque point quelques éléments. Si on reprend par exemple dans le travail avec les enfants, il faut à la fois reconnaître que ces enfants, ils sont dans une construction, donc il y a quelque chose à soutenir, il y a une certaine fragilité, mais en même temps, on sait que toutes les études montrent qu'il y a vraiment des compétences précoces qui sont à reconnaître. Donc comment est-ce qu'on va gérer cette tension-là ? On a quelque chose qui est... on avait la discussion, quelqu'un dit à un moment donné 1 à 1. On est dans une approche, et par exemple en Belgique, ma collègue italienne renvoyait, mais vous êtes dans des approches très individualisées. On veut, notre idéal, quelque part, différencier les pratiques pour individualiser les relations.
en Italie, par exemple, ils vont être très dans des approches interactives, très tôt, par exemple, même pour la familiarisation, ce sera des petits groupes d'enfants et pas un à un. Et on va être dans quelque chose qui va être une tension entre ces différentes approches. Avec l'exposé sur les enfants en situation de handicap, enfin, je ne sais plus comment le dire ici, vous avez dit qu'est-ce qu'elles ont, je veux dire les actions d'intégration, ça j'ai retenu, c'est pas inclusion. On voit qu'on peut être toujours pris entre compenser des différences et reconnaître des potentialités et sortir d'une vision compensatoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera d'un côté ou de l'autre. Je crois que, de nouveau, et quelqu'un l'a dit pour des approches, on est, je crois que c'était toi tout à l'heure, on est, je pense, dans quelque chose où les choses coexistent. Et on doit travailler avec cette coexistence de visions différentes. Le travail avec les parents, alors là, les termes se multiplient et moi je ne crois pas qu'on va arriver à faire un consensus. Et je pourrais te rajouter encore je ne sais combien d'auteurs, on aura chacun nos listes. Mais en tout cas, ce que je vois, si je devais résumer les tensions que je vois le plus pour le moment à travers les différents contextes, c'est vraiment être dans quelque chose qui d'un côté, alors il y a le soutien à la parentalité. Dans notre contexte, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur soutien à la parentalité. Alors on a appelé ça offrir un accompagnement réfléchi des familles. Je ne suis pas sûre que c'est mieux. Mais bon, et puis impliquer les familles, organiser un forum démocratique, voir les lieux d'accueil comme des lieux émancipatoires, je ne vais pas le reprendre parce que tu l'as très bien repris, avec des termes, et je les ai écrits avant que tu mettes tous les tiens, des termes très différents. Ce qui est terrible pour les professionnels, c'est qu'elles vont avoir des tas d'injonctions qui vont dans des sens contradictoires. Ce n'est pas évident d'être en même temps avec les mêmes familles. Et le soutien à la parentalité, ce n'est pas que pour les familles en situation, je ne sais plus comment vous les appelez, vulnérabilité. C'est pour tous et c'est quelque chose d'évolutif. On a fait un référentiel soutien à la parentalité où on a essayé de mettre l'accent dans une grille sur quelque chose qui peut évoluer à travers le temps. Mais ce n'est pas évident d'être dans les deux en même temps. Et très souvent, et cela je crois que c'est vraiment le rôle de la recherche, ce n'est pas de renforcer les injonctions ou les prescriptions, ou les recommandations, c'est de faire comprendre les tensions dans lesquelles on est pris pour pouvoir les gérer au mieux et ne pas se sentir coincé entre une chose et son contraire. Mais je trouve que le métier d'éducateur est vraiment très très complexe. Le travail en équipe, il n'est pas évident. Dans la plupart des pays, il y a cette idée d'avoir un projet éducatif, d'avoir un projet d'établissement, je ne sais pas comment vous l'appelez, où parfois on lisse les choses, où les choses deviennent, et où on risque très souvent d'être dans quelque chose où on ne va pas marquer tous les désaccords qu'on peut avoir et on va sembler affirmer une position qui peut d'ailleurs exclure les familles. Donc si on fait le lien entre cette dia et la précédente, on annonce qu'on est en soutien à la parentalité, qu'on veut une collaboration, mais on a un projet éducatif qui dit quelque chose et on impose quelque part aux parents parfois de se conformer et ils n'ont pas vraiment le choix. Parce qu'ils sont déjà bien contents d'avoir un lieu et ils doivent quelque part se conformer au travail. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à travailler. Et là aussi, on peut très bien retomber à travers le projet, ce qui est écrit et surtout la référence au projet et les pratiques dans quelque chose qui devient une normalisation. Alors on a fait écho à la formation initiale, le travail avec les stagiaires qui me semble aussi quelque chose vraiment d'important, où on voit l'importance à travers le projet, là aussi, de développer et d'évaluer les pratiques réflexives. Mais qu'est-ce que c'est pas évident? Donc, qu'est-ce qu'on définit finalement? La même chose, hein, qualité, accompagnement et réflexivité. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est pour vous? On y met tous quelque chose de différent. Et comment l'évaluer et comment l'objectiver? Bonne chance. Donc, on est dans les mêmes débats, donc je me réjouis de voir. C'est en tout cas quelque chose vraiment d'important et je retrouvais, il y avait quelque chose qui était vraiment important, l'importance que les étudiantes soient préparées à travailler, qu'ils ne se sentent pas travailler avec des situations complexes, particulièrement les familles en situation de précarité. Moi j'aurais envie de dire aussi que là ça semble évident, mais que toute situation est complexe et que la difficulté, c'est justement de faire reconnaître qu'une situation banale du quotidien est complexe et que travailler avec des jeunes enfants, même si ce n'est pas des situations vulnérables, c'est complexe. Et je ne suis pas si sûre que ça, qu'on les prépare suffisamment à reconnaître la complexité de toutes les situations. Donc ce que je trouverais intéressant, c'est après votre recherche de se dire comment, même dans d'autres contextes, c'est fondamental. Et je pense qu'il y a quelque chose de très porteur là. D'où l'importance, et ça a été dit,
et je vais le reprendre, de l'accompagnement, vous l'avez vraiment soutenu et dans la durée. Un accompagnement qui évite une routinisation des pratiques. Et j'avais une professionnelle qui avait calculé sur sa carrière le nombre de changes qu'elle avait et le nombre de repas qu'elle avait pu donner. Moment privilégié. À un moment donné, ça peut devenir très vite mécanique. Donc la routinisation des pratiques est fondamentale et l'accompagnement est fondamental pour justement sortir de là. Sortir de l'application de procédures et d'injonctions que j'ai dit qui sont souvent contradictoires. Et ça, c'est une difficulté pour les stagiaires. Elles vont dans un stage, dans un lieu, on leur dit c'est ça qu'il faut faire. Elles vont dans un autre, leur dit exactement le contraire. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer dans certaines recherches et elles ne savent plus quoi faire, surtout que si on les forme à agir de la bonne manière, elles ne sont pas du tout à l'aise avec le fait que, suivant le lieu, c'est des choses contradictoires. Et donc, il peut y avoir des tas de malentendus. D'où l'importance vraiment par l'accompagnement d'aider à prendre en compte l'activité. Et quand je dis l'activité, c'est vraiment, moi je crois vraiment. J'étais dans un séminaire à Paris avec Guy Jobert. Guy Jobert, ce n'est pas du tout un spécialiste de l'enfant, c'est un spécialiste de la formation des adultes et de l'analyse de l'activité en Suisse, et qui est revenu au CNAM à Paris. Et il disait, mais je n'ai jamais vu un métier où il y avait autant d'injonctions. Et il se posait la question de la place des savoirs finalement dans ces métiers. Et il dit, finalement, si on devait me demander quel type de formation développer, il dit, je n'en sais rien, si ce n'est peut-être l'analyse de l'activité. Et effectivement, et quand c'est l'analyse de l'activité, j'ai eu la discussion hier soir, ce n'est pas pour moi nécessairement l'activité de la professionnelle. Donc quand je filme, moi par exemple, je ne mets pas mon focus nécessairement sur la professionnelle, mais sur l'enfant, les enfants entre eux, ce qui se passe en interaction bien sûr avec la professionnelle et les autres. Et je fais l'hypothèse avec l'équipe du CRESAS et les collègues, d'autres collègues qui sont engagés dans le même genre de démarche, que d'analyser et d'aider les professionnels à suivre l'activité des enfants entre eux, de comprendre ce qui se passe, ça leur donne des indications sur elles, leur rôle, sans focaliser sur elles directement. Prendre en compte vraiment les différentes facettes de l'activité, favoriser la conscientisation des gestes, vous avez vraiment mis l'accent là-dessus. Plusieurs ont mis, c'est des phrases qui ont été dites pendant la journée, on fait comme on le sent. La difficulté de nommer les pratiques de soutien à l'apprentissage. On sent encore dans ce métier qu'on fait parfois les choses comme ça, comme on le sent. Et donc l'accompagnement, pour moi, ce n'est pas de nouveau nécessairement seulement une fonction d'orientation. Je pense qu'elle peut combiner, ce n'est pas accompagner les gens où ils veulent aller, mais c'est aussi les aider à formaliser, à prendre conscience, à mettre des mots, y compris, et ça je mets bien dans les résultats, des choses qu'on fait bien. Parce que très souvent, on focalise sur les choses qu'on ne fait pas bien. Ce n'est pas parce qu'on fait bien les choses qu'on sait pourquoi on les fait. Et donc, c'est tout aussi intéressant de s'intéresser à ce qu'on fait bien. C'est particulièrement vrai pour l'encadrement des stagiaires. Et donc, ouvrir les possibilités d'action. Alors, brièvement, quelques photos, et je m'arrêterai après les photos. Approche holistique. L'enfant, le développement global. Développement, apprentissage. Vous avez remis ce que j'ai mis là, qui est un principe directeur qui me semble ressortir de tout ce que j'ai pu découvrir. Il y a juste l'aspect peut-être diversité avec la multiplicité des appartenances que j'ai moins entendu dans la journée. Je l'ai entendu dans le PowerPoint sur un des critères qualité, mais je l'ai moins, cette perspective d'éducation à la diversité, entendue à travers les exposés. Alors, plutôt que des mots, des images. Je vous laisserai découvrir. Alors, faire des maths, on dit il ne faut pas faire des maths. Mais moi, je veux bien, comme en Suède, faire des maths comme ça. Donc, le tout, c'est peut-être de voir, quand on aménage la structure, l'organisation, c'est des photos qui m'ont été amenées par une collègue suédoise qui essaie de faire comprendre aux Belges l'approche éducative, l'éducaire, en Suède. Et je trouve que ces quelques images donnent à voir qu'on peut ne pas dissocier apprentissage et développement. Quand on offre un cadre de vie suffisamment riche et des personnes très bien formées qui peuvent vraiment soutenir l'activité qui fait sens, initiée par l'enfant, comme vous l'avez dit, j'y adhère complètement. À l'intérieur comme à l'extérieur. Chez nous, en tout cas, et dans beaucoup de pays, mon premier voyage professionnel, c'était en Martinique, et j'avais été déjà choquée à l'époque combien c'était le modèle français qu'on voyait en Martinique et combien ils exploitaient peu l'extérieur. C'est tout à fait possible. Et là, de nouveau, les voyages, souvent, quand on va dans les pays nordiques, c'est quelque chose qui frappe leur manière d'investir tous les apprentissages. Il y a des thèses de doctorat sur ce que les enfants apprennent dans la neige.
L'Italie, petit clin d'œil à Analia Galarnidi qui est venue ici lors d'une précédente conférence, et pour mettre le lien, parce que vous avez accentué l'importance de l'apprentissage du développement avec la dimension émotionnelle, quelqu'un a dit dans la journée, ça passe aussi à travers le corps, et je trouve que les images de mes collègues italiennes en rendent vraiment bien compte. Et j'ai pris un petit extrait qui va venir après, qui est sur les questions de la lumière. Elle savait qu'en Belgique, ce n'était pas évident, qu'on n'a pas des conditions idéales d'apprentissage et de développement. Les structures ont vraiment très très peu de moyens. Et donc elle est venue avec quelque chose qui a été documenté, qui ne coûte rien. Comme ça, on ne pouvait pas dire, oui, mais vous avez les moyens, nous en Belgique, on ne les a pas. Et donc en 2008, elle est venue avec quelque chose qu'une professionnelle en équipe, qui travaille toujours en équipe, a documenté pendant des années autour de la lumière. Alors je vous laisse découvrir. Le génie, c'est pas d'aller chercher le truc extraordinaire, c'est de voir ce qui intéresse l'enfant et de chercher toute une série de matériels, de possibilités d'enrichissement, mais tout simple, mais qui permettent des grandes découvertes et qui permettent vraiment à l'enfant de se développer et d'apprendre. Alors cette phrase qu'elle ramène très souvent dans ses PowerPoints, je ne pouvais pas, parce que je crois que vous la partagez, la richesse de l'enfant se concrétise en enrichissant sans cesse cette période par la réflexion que nous lui consacrons. J'aurais pu terminer, mais j'ai encore quelques photos avec ça, parce que, mais vous rassurez-vous, je ne vais pas trop développer. Alors le travail avec les familles et la communauté, là, si vous voulez faire des voyages, je vous invite à aller à Pengreen à Londres, pas loin de Londres, et de Northampton en Angleterre, où ils ont des centres intégrés et où il y a un travail très intéressant qui est fait aussi. Il y en a en Italie, mais j'essaye de vous faire voyager, de vous dire qu'il n'y a pas qu'un modèle. Il y a plein de lieux où ça vaut la peine d'aller et où ils reprennent aussi cette question de documentation avec les familles. Alors la documentation, je pense que c'est vraiment un enjeu, pas seulement pour la recherche, je l'ai beaucoup entendu ici pour la recherche, on documente pour pouvoir traiter des données, mais c'est vraiment une manière aussi pour les professionnels de se mettre en recherche. Et je pense que ça touche la question de la conscientisation, de pouvoir rendre compte de ce qu'on met en place et de ne pas avoir seulement des projets qui restent dans une table. L'importance de promouvoir et de sortir d'un métier qui serait un métier technique ou un métier, mais de bien sûr mettre l'accent sur le réflexif, mais je trouvais intéressant de mettre l'accent sur réflexif et relationnel. Parce qu'à force de mettre la réflexivité au centre, on risque de mettre l'accent de nouveau sur le cognitif et d'en oublier qu'on est dans un métier qui est à la fois relationnel et réflexif. Osgood parle de professionnel réflexif avec une dimension émotionnelle. Je trouve que c'est quelque chose d'important à garder en tête. Ça va être bientôt fini, hein, suivez-vous. C'est la dernière, je crois, celle-là. La compétence neutre de genre. Alors, je terminerai avec cette photo. Alors, les Suisses de Lausanne m'ont dit, mais tu nous as montré ça pour nous montrer que les hommes étaient forts. Je vous jure que ce n'était pas ça. C'était montrer qu'on peut aller dehors et de montrer que les tout petits bouts, il y avait une autre dia que Réna m'avait passé, où on voyait des enfants qui dormaient autour d'un feu de camp, avec des éducateurs aussi. L'image que je veux faire passer à travers ça, c'est que trop souvent, parfois on a un leitmotiv, il faut des hommes, et on attend des hommes des choses spécifiques. Pas nécessairement. Et on a interrogé les quelques hommes en Fédération Wallonie-Bruxelles, quand on les entend, je cache le fait que c'est des hommes, je lis l'entretien, je ne saurais pas dire si c'est un homme ou une femme. Et parfois, on a nos propres stéréotypes et nos attentes. Et ce que je pense qui est vraiment fondamental, c'est si on se dit c'est un métier complexe, que cette qualité est à co-construire, elle requiert de véritables compétences professionnelles, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on a nécessairement les compétences, donc ce n'est pas n'importe quel homme, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire en tout cas pour que les hommes puissent aussi s'identifier à ce métier-là et puissent avoir leur place sans devoir se justifier, sans qu'il y ait une suspicion. Et ça se pose dès la formation initiale et même dès l'orientation, parce que tous les hommes qu'on a rencontrés, ils devaient quasi se justifier. Tiens, qu'est-ce qui t'amène là ?
les bouquins, les cours qui étaient au féminin. Enfin, il y a encore beaucoup de choses qui transparaissent. Le reste de mon PowerPoint mettait l'accent sur, et je vais juste le dire oralement, sur l'aspect leadership, parce que je pense que si on veut transformer les choses, il faut agir sur plein de choses, mais que le leadership est effectivement quelque chose vraiment d'important, que les fonctions de direction, c'est vraiment une fonction qui est étudiée dans pas mal de contextes, et que ce que je crains, c'est que dans beaucoup de contextes, ça devient quelque chose qui est du registre du management. Et ce que j'essaye de développer, c'est une approche où on se dit il faut avoir une vision de la qualité de l'accueil, d'une qualité d'accueil, il faut avoir une vision de l'éducation, et à partir de là, bien sûr, construire et avoir des compétences de management, mais qui s'appuient avec la vision de l'accueil de l'enfance au centre. Et là, j'ai dû déjà intervenir dans plusieurs contextes autres que la Belgique sur ces questions-là, et je vois qu'il y a vraiment une tendance qui a peut-être à mettre en lien avec le développement aussi du privé dans ces secteurs-là, où on le voit comme des structures à manager. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment énormément de dérives, et je pense que c'est vraiment important qu'on soit vigilant. Et j'ai entendu plusieurs fois dans la journée des propos qui allaient dans le sens, effectivement, reconnaissons qu'il y a un accueil, qu'on commence de mieux en mieux à circonscrire, qu'il y a des connaissances sur c'est quoi l'accueil des jeunes enfants de qualité, qu'il faut pouvoir prendre en compte pour pouvoir penser les horaires, la gestion, le recrutement, la formation, le plan de formation, en fonction de ces connaissances-là. Voilà, un tout grand merci. Ah oui, juste un mot, une piste. Service de garde petite enfance, je l'ai dit hier, mais je le redis à tout le monde. Vous pensez que c'est vraiment le meilleur terme, garde?